Nous continuons maintenant avec la Côte d'Ivoire. Depuis la Belgique, Laurent Gbagbo a mis en place un comité scientifique et comme annoncé par son porte-parole Justin Katinan-Koné, Laurent Gbagbo, en liberté sous condition à Bruxelles, a mis en place un comité d'experts africains dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 qui sévit actuellement sur la planète. Le projet dénommé l'Afrique de l'après-Covid-19, Oser les ruptures, est piloté par l'ancien ministre ivoirien Pierre Kipré contre les peurs qui tétanisent la réflexion prospective et favorisent la répétition des vieilles logiques. Conscient de l'urgence de mobiliser toutes les énergies nationales et africaines dans cette lutte contre les conséquences de la pandémie à moyen et long terme, le président Laurent Gbagbo a pris l'initiative de mettre en place une équipe pluridisciplinaire et panafricaine pour préparer les réponses endogènes aux défis et aux divers effets de la pandémie. Alors, Laurent Gbagbo, qui met en place un comité pluridisciplinaire. Laurent Gbagbo, c'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire, mais Laurent Gbagbo, c'est aussi l'homme politique qui nourrit des rêves de peut-être de revenir au pouvoir. C'est pas un peu dans ce schéma-là qu'il s'inscrit avec ce comité? Oui, c'est clair. C'est clair que c'est des clins d'œil politiques envers et la communauté nationale de la Côte d'Ivoire et la communauté internationale pour dire que je jouis d'une certaine aura encore, je peux encore agir politiquement, j'ai des soutiens un peu partout et je peux me rendre utile pour mon pays. Je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Et là-dessus, moi, je le salue parce qu'il faut avoir un sacré courage pour pouvoir oser poser encore des actes politiques dans ce pays, vu le contexte même politique de la Côte d'Ivoire, vu ce que des gens comme Guillaume Soro traversent et vu sa situation personnelle en tant que détenu politique à qui il est interdit d'ailleurs de fouler la terre de ses aïeux. Et donc, il me dit qu'il faut il faut faire preuve d'un sacré courage pour pouvoir en arriver là. Et c'est une initiative que je salue. Maintenant, les retombées, les retours. C'est ici où on était, et quand on parlait un tout petit peu de leur naïveté, quand ils étaient partis trop vite en besogne, en affichant leur volonté politique encore, alors qu'ils n'étaient pas sortis des liens de détention, alors que le procureur, ou bien du moins c'est la procureure, n'a pas encore dit son dernier mot. Et nous avions dit ici, mais sur quoi est-ce qu'il se base? Quand Blé Goudé dit qu'il est présidentiable, il ambitionne de diriger ce pays, et ils ont commencé par prendre la parole. Et on me dit, mais comment? On a encore resserré un peu les étaux, et puis on les a encore serrés. Ce n'est pas des gens qui sont détenus parce que c'est eux qui ont tort. Et donc, ils doivent savoir qu'ils sont victimes de l'arbitraire et doivent faire profil bas, étant donné qu'ils n'ont pas le moyen de s'extraire de cette justice-là, faire profil bas à un moment donné. Quand tout est terminé maintenant, ils peuvent vous montrer leur visage politique. Leur intelligence, leur savoir-faire politique, leur capacité intellectuelle. Personne ne peut leur retirer cela. Et donc, c'est ça qui fait des hommes politiques d'envergure en Côte d'Ivoire. Et donc, faire passer un petit temps pour se ressaisir maintenant et faire valoir ces capacités-là. Ils n'ont pas fait ça. Et déjà, quand ils ont joui un tout petit peu de liberté, suite au prononcé du verdict de la Cour, ils ont commencé par parler. Et voilà, on a resserré les étaux. C'est arbitraire ce qui leur arrive. Et donc, ce qui se passe là-bas, c'est la lenteur de la procédure internationale. Là. C'est la lenteur de la procédure. Et que ce soit le procureur, que ce soit les membres de la Cour, ils jouent sur ce temps-là pour les écarter du pouvoir. Et Ouattara, étant quelqu'un qui a plus de ramifications au niveau de la politique française, vous avez vu que Ouattara joue sur la France et ils tiennent en laisse cette cour qui fait uniquement que la volonté de la France. Donc, c'est pour dire que quoi? Est-ce que cette initiative ne va pas lui créer plus d'ennuis que d'apporter un plus? Mais c'est plus scientifique. Mais
qu'est-ce qui sort de ça? Ce qui sort de ça, c'est sa capacité de gouvernance. C'est-à-dire que c'est comment son leadership qui voulait faire prévaloir. Et là, l'ennemi politique n'aime pas ça. Justement, c'est ça. L'initiative qu'a lancée Laurent Gbagbo, même s'il est salutaire, ça peut être interprété politiquement. Ça montre que l'homme, malgré ce qu'on lui a fait passer tout, il reste un homme d'État capable de poser des réflexions d'envergure panafricaine. Et ça peut être interprété politiquement contre lui. Gbagbo, là, il fait ça pour déranger encore. Il fait ça pour... Non, c'est vrai. Il fait ça pour embêter le pouvoir. Il fait ça pour s'attirer d'autres ennuis. Je pense que c'est vrai que l'idée derrière, elle est à soutenir. Mais venant de quelqu'un comme lui, Gbagbo, c'est là le problème. Le pouvoir à Abidjan n'aime pas ça. Il y a une crise. Déjà, le gouvernement ivoirien est mal jugé sur le traitement qu'il fait de la crise à Abidjan. Cette sortie de Gbagbo ne vient pas arranger les choses au niveau d'Abidjan. C'est ça. Ni à son niveau. Donc, le peu d'argent qui lui reste encore, je pense que c'est mieux qu'il le garde. Mais qui t'a dit que c'est peu? Et qu'il investisse. Peut-être qu'il a beaucoup d'argent encore. Pour les échéances futures à Abidjan. Il fait ça pour dire au pouvoir d'Abidjan aussi que... Mais vous êtes incapable. Voilà. Vous êtes incapable d'ériger, de mettre en place. Voilà, de mettre en créer place. Même voilà. Cette plateforme pour pouvoir réunir des scientifiques. Et ça ne plaît pas. Ça ne, c'est pas, on dit chez nous, on dit en effet, vivino. Ma vivine à Méo, c'est pas doux pour eux, pour un peu. Voilà. C'est vrai que le gouvernement ivoirien aujourd'hui est arrivé à un stade où tous les faits et tous les pas qu'il marque sont passés à la loupe par l'opposition. Et c'est ce que Gbagbo a fait. Il a réussi à trouver la faille qui manquait à tout cet investissement. Et il voudrait simplement dire, si c'était moi, ce serait autrement. Voilà. Il a touché une partie très sensible. Vous verrez très prochainement peut-être la réaction du gouvernement ou alors la position qu'adoptera le gouvernement vis-à-vis de cette formidable idée qu'a le président Gbagbo. Il aurait pu réfléchir à cela autrement pour véritablement faire passer son message. Mais stratège politique qu'il est aussi, il a réussi à toucher le cœur des Ivoiriens en leur proposant bien sûr. Voilà, bien une sûr, opportunité pareille. Je vais m'investir pour créer un institut pour aider à la qui se soucie du peuple. Voilà, c'est un message assez fort. Voilà. Et ce message va être passé à la loupe par le pouvoir à Abidjan. Et vous verrez très prochainement peut-être des sorties ou des réactions du gouvernement. Mais de toutes les façons, ce combat ou cet investissement dans lequel il s'est lancé s'arrêtera peut-être en Belgique et ne pourra peut-être pas dépasser les frontières. Alors, ici, il fait quand même quelque chose qui est assez intelligent de sa part, c'est que la réflexion, c'est pas uniquement pour la Côte d'Ivoire, c'est au niveau africain. C'est panafricain. C'est panafricain. Ouais, il veut ratisser l'âge. Il veut ratisser l'âge. Moi, je pense qu'au-delà du concret, c'est l'effet d'annonce. C'est la communication politique qu'il a réussi. Et déjà ça, comme l'a dit David, ça met en courroux le pouvoir ivoirien. Et ça, non, Ouattara n'aime pas ça. Ouais. Ouattara ne va pas aimer. Ça, et puis il a mis autour du projet des éminences grises. Ouais. Il a réussi le coup. Il a réussi le coup. C'est ce qui me fait aussi dire que ça peut dépasser les frontières de Belgique. Parce que c'est des gens qui vont se donner ce défi et pourvu qu'ils aient les moyens. Et je ne pense pas que c'est les moyens qui vont manquer non plus. Parce qu'après tout, c'est un ancien chef d'État. Et au-delà de tout, ces éminences grises, comment mobiliser les fonds, c'est pas ça qui va les dépasser. Et il y a aussi beaucoup de fondations qui sont prêtes à investir dans ces... Et puis, ils sont quand même dans des systèmes aussi bizarres, bizarres, obscurs, des systèmes économico-politiques qui sont prêts à sortir des sous. Et donc, c'est dit que c'est vrai. Voyant tout cela,
Ouattara ne va pas aimer. Alors, une initiative pareille avec toutes ces éminences grises, c'est pas, j'allais dire, c'est pas avec des cacahuètes qu'on finance. Il doit y avoir un financier derrière. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, la crise sanitaire, la Covid-19 mobilise beaucoup d'argent. Hein. Vous avez vu ce que les grosses fortunes américaines ont investi, Bill Gates, etc., qui ont mis de l'argent dans les recherches. Ça mobilise beaucoup d'argent. Donc, si vous proposez une initiative pareille et que cette initiative, elle est sérieuse, elle est financièrement ou alors elle peut apporter des solutions à toutes ces questions que se posent les grands laboratoires et les grandes puissances au monde. Vous avez des financements. Hein. Et lui, en tant qu'ancien président, il a un carnet d'adresses assez fourni. Il a des connaissances, il a des relations qu'il a avec certaines richesses mondiales. Il peut facilement trouver du financement. C'est ceux qui vont avoir déjà l'appui de Madagascar. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, c'est clair. La crise sanitaire que traverse le monde entier apporte plus de l'argent que des solutions. Si vous avez un projet bancable intéressant et que vous le soumettez à un bailleur ou à des bailleurs, ça peut passer. Et c'est un gros défi aussi pour Laurent Gbagbo lorsqu'il fait une proposition de mettre en place un comité scientifique pour poser des réflexions sur comment venir à bout de cette maladie-là. Et les pays africains, vous verrez, ses amis, ses relations qu'il a en Afrique vont tout de suite se mettre vont se mettre à ses côtés pour réaliser ce projet-là. Et ça ira aussi pour l'avantage de l'Afrique. Aujourd'hui, face à cette crise, l'Afrique a quand même réussi ce que beaucoup de pays européens, beaucoup de pays américains n'ont pas pu réussir. Hein. Lorsqu'on parle de la gestion de cette crise aujourd'hui, en tout cas, en Afrique, nous avons eu cette formidable chance d'avoir très vite pris les dispositions. On a tiré l'expérience de la débâcle des grandes puissances. Voilà. Et aujourd'hui, l'Afrique attire. Et forcément, Gbagbo a compris très vite cette stratégie-là. Ça peut aussi être une stratégie réfléchie par... Gbagbo, c'est un politicien rusé. Hein. Moi, je disais tout à l'heure, le peu d'argent qui lui restait, Dimas dit non, il en a encore. Peut-être que la CPI, son séjour à la CPI a tout vidé et que à partir de cet appel, de cette initiative, il peut encore renflouer les caisses pour la campagne présidentielle à Abidjan, c'est dans quelques mois. Pas. Il faut avoir les reins solides financièrement pour se lancer. Mais pour soutenir qui il le dira au dernier moment. Il le dira. Alors, réflexion au niveau africain, c'est peut-être aussi ce qui manque dans cette crise sanitaire. Tout le monde a mis en place des stratégies de riposte nationale, mais il n'y a pas de réflexion au niveau sous-régional ou continental. Je pense que c'est ça le début. Il faut que les intellectuels réfléchissent réellement sur le cas Afrique dans le monde entier, dans le concert des nations et le système de santé dans nos pays africains. Ce n'est pas parce que nous nous sommes bien sortis de ceci que les épidémies à venir, nous sommes à l'abri à 100%. Et donc, ça doit pousser les intellectuels africains à reposer le cas du système de santé en Afrique. Et je pense que c'est un bon début. Il est vrai que les politiques ne peuvent pas se lever en même temps et commencer la réflexion au moment où ils font la lutte, ils se confrontent à bras le corps contre cette pandémie. Ils luttent contre cette pandémie. Donc la réflexion doit être du niveau des intellectuels. Moi, là-dessus, j'ai beaucoup apprécié l'université de Lomé. L'université de Lomé qui, avec de peu de moyens, a initié un certain nombre de choses. Elle a chapeau bas à Kokoroko, au président Kokoroko. Ils ont initié un certain nombre de choses. Ils ont validé ou homologué un certain nombre de fabrication de masques. Ils ont fabriqué les gels hydroalcooliques que j'ai trouvé meilleurs. Les solutions, c'est des solutions qu'ils ont fabriquées, que j'ai trouvé 1000 fois meilleures que des gels qui coûtaient extrêmement très cher. Et au-delà de ça, ils ont mis sur pied un système de produits naturels
premièrement, ils ont mené la réflexion entre eux, et puis ils ont mis sur pied un système de produits sanitaires qui peuvent mettre à l'abri, si réellement on les utilise, mettre à l'abri de cette pandémie, de cette maladie à Covid-19. Et donc, c'est pour dire que les intellectuels, le débat est dans leur camp, l'action est dans leur camp, au moment où les politiques mènent la guerre ou bien sont sur le front pour pouvoir combattre cette maladie. Vous savez, quand il y a une guerre, il y a au moins trois parties. Hein. Il y a les éminences grises, ceux qui confectionnent les plans de guerre, ceux qui sont dans au niveau du centre de commandement, hein, de l'état-major. Et à part ça, il y a ceux qui mènent les actions sur le terrain, les combattants qui sont sur le terrain, et au-delà de ça, ceux qui financent les efforts de guerre, et donc ceux qui donnent les provisions pour pouvoir faire gagner la guerre. Et donc, à ce niveau, je pense que l'Afrique ne s'est pas bien sortie pour le moment. Je pense que de pareilles initiatives doivent réveiller l'Afrique pour prendre les taureaux par le cornes au niveau de réflexion. C'est ça. Parce qu'un pays, un milieu, un village, une ville dont les habitants sont incapables de réfléchir sur les mots qui minent ces localités-là, c'est des pays qui sont appelés à perdre. C'est des milieux qui sont appelés à perdre. D'accord. Partons pour la pause et on revient pour le dernier sujet.